Bien, on va attaquer un nouveau chapitre sur les sous-espaces vectoriels. En fait, très souvent, on traitera toujours de sous-espace, on est toujours le sous-espace vectoriel de quelqu'un, quoi. À chaque fois qu'on sera dans un espace vectoriel, ce sera souvent le sous-espace vectoriel d'un. Je vous ai dit, hein, par exemple, les suites linéaires, ben, c'est le sous-espace vectoriel des suites, des fonctions dérivables, ou bon, on verra. Hein. Donc, c'est très utile de travailler sur des sous-espaces vectoriels et on va voir un petit peu les raccourcis, hein, que la théorie nous offre. Alors d'abord des définitions et caractérisations. Pour moi, un sous-espace vectoriel, si on veut rester simple, naturel, c'est tout simplement, on part d'un espace vectoriel, E plus, et avec cette multiplication externe, c'est un K espace vectoriel, K c'est un corps, et F c'est une partie de E, c'est juste un sous-ensemble de E, et on va dire que F est un sous-espace vectoriel de E, si F pour plus est multiplié, est encore un espace vectoriel pour la même loi, plus que E, hérité en quelque sorte, et la même loi multiplie. Donc ce qui va faire que F est un sous, on pourrait dire un sous K espace vectoriel, ou on dit généralement un sous-espace vectoriel, si le corps est clair. Voilà. Quand est-ce que les sous-espaces vectoriels vont débarquer, en quelque sorte, dans la pratique? Eh bien, toujours pareil, d'une façon et de l'autre, et dual. C'est-à-dire, soit alors, de façon, on va dire, positive, additive, en quelque sorte, on va donner un système de générateur, on prend des éléments de E, d'accord, et on regarde le plus petit espace vectoriel, sous-espace vectoriel, de E, qui contient ces éléments. Donc c'est ce qu'on va appeler la famille engendrée. Donc ça c'est additif, c'est positif, quoi, en quelque sorte. Voilà. On prend des éléments, puis on regarde le sous-espace engendré par ces éléments. Et puis, il y a quelque chose de plutôt soustractif, restrictif, c'est-à-dire que on va prendre les éléments de E qui vérifient une contrainte, et une contrainte linéaire, d'accord? Donc ça peut être, voilà, quoi, on a l'ensemble des solutions d'un système linéaire, dans Rn par exemple, ben, ça va être un sous-espace vectoriel de Rn. Donc voilà un exemple. Quand on a dit l'ensemble des suites linéaires, l'ensemble des solutions de fonctions, voilà, d'équations différentielles, linéaires, etc. Tout ça, c'est des choses qui viennent de façon plutôt soustractive, restrictive. On prend tout et ensuite on sculpte là-dedans des solutions, mais c'est c'est de la sculpture linéaire, d'accord? C'est-à-dire que les restrictions, notre système que doit vérifier notre ensemble de solutions, ben, c'est un système linéaire. Voilà. Donc, ceci dit, on peut attaquer la proposition qui est souvent, curieusement, dans les livres, une définition. Mais bon, j'aime bien cette définition parce qu'elle est naturelle. C'est espace vectoriel et c'est sous. Voilà, vous avez sous-espace vectoriel. Voilà. Alors, ça qui pour moi est une proposition. Si F est dans E, alors F est un sous-espace vectoriel. Si et seulement si, ben, lui je l'appelle l'axiome 0 quand même. F est non vide. Bon. Et F est surtout stable par combinaison linéaire. Bon. Donc ça veut dire qu'on veut juste une partie qui est stable par combinaison linéaire. Et évidemment, non vide, ça va presque de soi. Le vide. Alors le vide va être un espace affine. Mais l'espace vectoriel, non. Voilà. Donc ici, ce qu'on veut, stable par combinaison linéaire, ça veut tout simplement dire que si lambda et mu sont des scalaires, u et v sont des éléments de f, alors la combinaison linéaire lambda u plus mu v appartient à f.
Et plus généralement, hein, vous voyez que ça suffit pour voir que f est stable par toute combinaison linéaire, un petit peu grâce à l'associativité. Bon. Alors maintenant, la preuve. Bon, je veux montrer qu'effectivement, bon, alors si f est un sous-espace vectoriel, bah bien sûr, par définition, il est non vide, hein, parce que c'est un espace vectoriel. Un espace vectoriel, ça doit contenir le vecteur nul. Donc il est non vide. Ensuite, f est stable par combinaison linéaire. Ben oui, hein, parce que on a vu que f est muni d'une multiplication externe. Donc ça, forcément, c'est dans f. Ça, c'est dans f. Et il est d'une addition interne. Ça, c'est dans f. Donc ça va être dans f. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais la réciproque, c'est ça qui est plus dur. Alors, on va supposer que f est non vide et que f est stable par combinaison linéaire, juste de deux vecteurs. Alors, il faut montrer que f est vraiment un espace vectoriel pour les lois de E. Bon, alors prenons donc U dans f. J'ai le droit de le faire. Tout est basé sur l'axiome 0, que f est non vide. Donc, je peux choisir un élément U dans f. Et maintenant, j'ai moins U qui est dans f. Alors, pourquoi moins U est dans f? Ben, à cause de ça, en prenant lambda égale moins 1 dans K, donc dans K, il y a 1, d'accord? Et forcément, comme c'est un groupe additif, ben, il y a moins 1. Et je multiplie U par moins 1, et je sais que ça fait moins U. A priori, ce n'était pas pareil, hein. Il y en a un, c'est moins 1 fois U, et l'autre, c'est l'opposé de U pour l'addition. Pour l'addition qui est là. Donc, moins U est dans F, d'accord? Donc, encore grâce à cette stabilité, ben, U moins U est dans F, mais U moins U, d'accord, hein, puisqu'on a deux éléments de F, U moins U est dans F. Alors pourquoi ça? Ça, c'est parce que quand on a U et V dans F, U plus V est dans F, parce que c'est 1 point U plus 1 point V, d'après ceci. Voilà. Donc U moins U est dans F, et donc 0 est dans F. Alors regardez, au final, on a montré que F plus était un sous-groupe, et même un sous-groupe voilà, abélien, hein, mais F plus est un sous-groupe parce qu'il est stable par l'addition, d'après ça. Tout élément possède un symétrique, il y a bien sûr et il y a l'élément neutre de l'addition. Donc on a tout pour avoir un sous-groupe, et forcément, comme c'était abélien dans E, eh ben, c'est abélien dans F. Maintenant, tous les autres axiomes, eh ben, ils sont héréditaires. Dans ces sous-structures, il y a une part de choses à vérifier, mais il y a une part de choses complètement héréditaires. Je dirais que l'associativité, bah tiens, on n'en a pas parlé. L'associativité de l'addition, on n'en a pas besoin, d'accord? Parce qu'elle est vraie dans E, donc a fortiori dans F. Ce dont on avait besoin, c'était des propriétés de stabilité, mais pas des propriétés de l'opération en elle-même. L'associativité, le fait que 1 point U, ça fasse U, le fait que la pseudo-associativité, la multiplication externe, et les deux distributivités, eh ben, elles sont vraies dans E, donc a fortiori dans F. Ça, c'est ce qu'on peut appeler, donc, je disais, de l'hérédité. Donc voilà, hein, on a montré déjà cette proposition. Alors, on a parlé d'hérédité. Eh bien, il se trouve que le caractère dimension finie est héréditaire. Mais ça, c'est pas tout à fait évident. Ça veut dire, en gros, que si E, c'est ce qu'on va voir, hein, si E est de dimension finie et F est un sous-espace vectoriel, alors F est encore de dimension finie, et en plus, la dimension de F est inférieure à la dimension de E. Ça, c'est pas la partie la plus difficile. Alors, d'abord, je vous ai dit comment on obtenait des sous-espaces vectoriels, soit de façon additive en prenant une partie engendrée, soit de partie soustractive en prenant en quelque sorte des contraintes linéaires. Et ici, on va un petit peu mettre des notations et des définitions. Si FI c'est une famille de E, on va noter FI
I dans grand I, hein, donc ça c'est un ensemble d'indices qui peut être infini, le sous-espace vectoriel engendré par cette famille. Il s'agit, d'accord? Alors, on peut le voir comme le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient les FI. Donc ça c'est bien comme définition parce que c'est une définition qui va être générale à toutes les structures, que ce soit les structures de groupe, les structures d'anneaux, structures de corps ou quoi que ce soit. On a toujours engendré par, c'est toujours le plus petit sous-structure de la grosse structure qui contient les éléments qui engendrent. Voilà. Donc ça, c'est assez général. Mais, de façon pratique, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des FI. Voilà. Donc toujours les combinaisons linéaires finies. Ben oui, parce que vous voyez bien que ça va être un sous-espace vectoriel de E. Hein, ça va être non vide, parce qu'il va y avoir les éléments FI, puis même il va y avoir la combinaison nulle, et puis ça va être stable par combinaison linéaire, encore par le fait que combinaison linéaire de combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire. Hein, toujours ce truc dont on sert assez souvent, et qui va faire que cet ensemble de combinaisons linéaires FI va vérifier la proposition qui permet de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, et c'est forcément le plus petit, parce que à partir du moment où il contient les FI et que c'est un sous-espace vectoriel, il contient forcément toutes les combinaisons linéaires. Donc voilà, hein, on a défini ce truc-là, puis on le note entre crochets. On peut noter s'il y a deux éléments, par exemple F1, F2. Si c'est juste la droite engendrée par F1, c'est juste le crochet F1, bon, etc., etc. Donc maintenant, on veut montrer cette proposition là. Tout va être basé sur le fait que le caractère de dimension finie est héréditaire. D'accord? Donc ça va se transmettre de lui à lui. Allons-y pour cette preuve de l'hérédité de la dimension finie. D'abord, c'est quelque chose qui va servir ailleurs, mais on a une version constructive, hein, du théorème de la base incomplète, c'est-à-dire, et ça j'en avais parlé à un moment, regardons comment on construit des familles libres dans un espace vectoriel. Bon, là c'est dans un sous-espace vectoriel, mais dans un espace vectoriel, bon, voilà, ça marche aussi. Si l'espace est nul, alors notre famille libre, bon, ça va être l'ensemble vide, c'est un peu de la convention, mais bon, ça marche bien. Si F est non nul, alors il existe un F1 qui est non nul, forcément. Et F1 est libre. Ça y est, on a construit une partie libre. Maintenant, si F n'est pas... Alors, si F égale le sous-espace engendré par F1, c'est terminé, on a une base. Si F n'est pas le sous-espace engendré par F1, alors les FI, hein, je les choisis d'un grand F, hein, toujours. Hein, je ne le mets pas, mais bon, vous le savez. Alors, maintenant, si ce n'est pas F1, alors ça veut dire qu'il existe un élément qui est là-dedans, mais qui n'est pas là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a un F2 qui est dans grand F et qui n'est pas dans le sous-espace engendré par F1. Et le fait que F2 ne soit pas combinaison linéaire de F1 fait que F1, F2 est libre. Voilà. Et donc on va construire maintenant F3, F4, etc. Donc regardez ce qui se passe à l'étape K. On en a construit K, alors qui sont FI, les FI sont tous dans grand F, ils sont libres. Si ça engendre grand F, alors tant mieux, on a une base. Si ça engendre pas, c'est que le sous-espace engendré n'est pas F. Dans ce cas-là, il y a un élément dans grand F que je vais appeler petit f petit k plus 1 qui n'est pas engendré par les F1, Fk. Et donc je prends cet élément, et le fait que lui ne s'écrive pas comme combinaison linéaire de cela, ça va vouloir dire que F1 et Fk plus 1 est libre. Voilà. Donc vous avez cette construction, et maintenant il faut se poser la question, est-ce que cette construction s'arrête? C'est là où on va se servir du fait que F est inclus dans E et que la dimension de E est un nombre fini, n. Et oui,
c'est que ce processus, il va fatalement s'arrêter. Pourquoi? Parce que ces familles libres, elles sont libres dans F, mais être libre dans F, a fortiori, c'est aussi libre dans E. Hein, regardez la définition, on en a déjà parlé, mais regardez la définition, et puis vous vous rassurez que ça ne dépend pas de l'espace dans lequel on se trouve. Donc libre dans F, c'est libre dans E. Donc c'est des familles libres dans E, mais les familles libres dans E, on sait, on a vu qu'elles sont de cardinal plus petit qu'une famille génératrice, donc en particulier plus petit que n, que le cardinal d'une base. Donc, on ne pourra pas continuer infiniment comme ça ce processus. Il va s'arrêter à un certain stade m, ce qui va faire que forcément, à ce stade m, eh ben, f sera égal à f1, fm. Or, on aura construit une famille libre, mais elle sera aussi génératrice. Donc, ce sera une base. Donc, en même temps qu'on a construit une base, on a montré qu'on avait une famille génératrice finie à partir du moment où E possédait une famille génératrice finie, et il est temps de servir la pâtée à ce pauvre chat. Voilà. Votre chaton est plein de vie, et ça Quizcas l'a compris. C'est pour ça que Quizcas Chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Quizcas. Ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Quizcas.